destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Médé, ça y est, on est parti. Alors salut à tous, c'est à nouveau le Patriote éclairé pour la continuation et la suite et la fin de l'entretien de janvier 2016. Donc entretien mensuel comme toujours. On se retrouve pour cet entretien de janvier, actualité internationale. Donc là on est sur la partie internationale, toujours une ou deux vidéos, hein, c'est selon. Donc je vais mettre en ligne rapidement, j'ai fait l'entretien janvier 2016 partie nationale, là, partie internationale. Donc on y va tout de suite, vous voyez, on est un peu dans les couleurs de l'hiver, bleu, rouge, allez. C'est parti, entretien mensuel du mois de janvier 2016, actualité internationale, première partie. Alors tout d'abord, on démarre tout de suite dans le dur, comme on dit, avec l'Europe. J'ai intitulé ça l'Europe, le continent européen, l'Europe face à la submersion, crise migratoire. Résister ou mourir en quelque sorte. Je ferai d'ailleurs une vidéo un peu plus longue là-dessus pour expliquer les ressorts, les tenants et les aboutissants de cette crise migratoire, de cette submersion migratoire, de cette invasion migratoire que subit le continent européen, le vieux continent, la vieille Europe, depuis maintenant quelques mois, mais en fait depuis 40 ans. Hein. On va bien le dire, dans cette Europe libre-échangiste fédérale. Bon, mais là on voit, on a une reconnaissance, j'en parle tout le temps dans les vidéos, mais chaque mois il faut en reparler. On voit véritablement, avant d'aller sur le cas précis de l'Allemagne, comme vous l'attendez tous à mon avis, et des viols de Cologne, on voit un vieux continent, l'Europe, totalement submergé face à une immigration totalement incontrôlée. On sait qu'il y a eu plus d'un million, peut-être même 2 millions, peut-être, sait-on jamais, de migrants qui sont arrivés dans le cadre de l'année 2015-2016. À mon avis, il va y en avoir au moins encore 1 million dans le cadre de l'année 2016. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente en termes de déplacement de population. C'est des déplacements de population, véritablement, de milliers, de centaines de milliers, voire 2 millions. Donc l'Europe à la submersion migratoire. Bon, les peuples doivent, et moi je lance un appel, résister ou mourir. Là je pense qu'il n'est plus temps de tergiverser, de faire des demi-mesures. La politique du compromis, la négociation, les accommodements raisonnables, on ne peut plus se compromettre, on ne peut plus négocier, c'est radical. Il faut fermer les pompes, comme on dit, fermer les pompes aspirantes de l'immigration, arrêter totalement l'immigration. L'immigration légale, l'immigration clandestine. Toute l'immigration. Et faire de la tolérance zéro, parce que là, on a un continent européen submergé. Submergé face à une crise et une invasion migratoire sans précédent dans l'histoire de l'Europe. Je peux revenir, mais sans précédent depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, c'est dire. Sauf que la Seconde Guerre mondiale, c'était lié à des déplacements de population, notamment population allemande et autres dans le continent européen. En fait, c'était des migrations intra-européennes, c'était des peuples européens, c'était des peuples blancs, chrétiens, notamment les Allemands. Donc c'était pas vraiment des migrations extra-européennes. Là, ce sont des migrations extra-européennes, de populations notamment nord-africaines, maghrébines, qui viennent du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique, d'ailleurs du Nord et Afrique subsaharienne. Donc là, c'est une immigration extra-européenne, de populations non blanches, bien évidemment, et non chrétiennes, des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Africains, des Orientaux. Bon, mais ce qui est sûr, hein, l'Europe, ça va craquer. Hein. Je vais arriver après à l'Allemagne et à autre chose. Ça va craquer, véritablement, les peuples européens ne pourront pas supporter plus longtemps, à mon avis, une telle invasion migratoire, une telle submersion migratoire, et je lance l'appel sur résister ou mourir. Hein. Alors, on a vu à Lampedusa, on a vu en Grèce à Lesbos, bien évidemment à Calais en France. Là, je vais parler d'ailleurs du cas allemand avec les viols de masse, les viols en série à Cologne, pour bien montrer ce que c'est que la réalité de l'immigration de masse, de l'immigration sauvage, et de la brutalité, de l'enfer que c'est pour les populations autochtones et de souche et enracinées des vieux peuples européens, notamment les Allemands. Même si c'est pas le peuple que je porte le plus dans mon estime, je compatis quand même à sa détresse face à une immigration sauvage incontrôlée dont il n'a pas voulu, bien évidemment, mais qui est pilotée depuis Bruxelles et de toute l'oligarchie mondialiste européenne. Bon voilà, donc l'Europe face à la submersion, à la crise migratoire, bon, les peuples, les États, le vieux continent européen doit se lever. Hein. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, comme disait la Boétie, je crois, Montaigne. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc levons-nous et bottons-leur le cul. Hein. Quand je dis ça, c'est pas tant d'ailleurs aux migrants, mais plutôt à ceux qui organisent la misère et ceux qui organisent l'immigration de masse. On sait très bien qui c'est, hein. Je vais pas reparler des mondialistes financiers, de l'oligarchie européenne et mondialiste qui organisent l'immigration de masse pour des raisons économiques, sociales, religieuses, ethniques. Bon. Donc résister ou mourir, hein. Là c'est l'appel, c'est résister, donc se lever dignement, comme des hommes, comme des peuples qui ne veulent pas mourir,
en termes de leur identité culturelle, ethnique et religieuse, résister ou mourir. Bah, mourir, ce sera la dissolution, le métissage, la société multiculturelle, la société ouverte et tout ce que ça comporte. Donc voilà. Donc je crois avoir fait le point pour ce mois de janvier 2016. Bon, il n'y a pas eu de... je reparle toujours un peu de cette immigration de masse, de cette invasion migratoire et de la situation en Europe, de ce que ça crée, de ce que ça génère comme trouble, comme conséquences dramatiques pour les peuples européens notamment. Voilà, je crois avoir fait le tour. On peut aller sur... on peut partir maintenant sur Cologne. Donc voilà. L'Europe face à la submersion, à la crise migratoire, résister ou mourir. Hein. Et là, quand je dis ça, ce n'est pas nos élites qui sont totalement cosmopolites et déracinées, mais je parle bien évidemment des peuples. Des peuples européens qui ne veulent pas mourir dans leur identité charnelle, hein, avec tout ce que ça comporte. Je ferme le rideau, comme on dit. Donc voilà, l'Europe face à la submersion, à la crise migratoire, résister ou mourir. J'espère qu'on résistera. J'ai pas envie de mourir. Ensuite, autre sujet, viol de masse, viol en série à Cologne, en Allemagne. La vérité, la brutalité de l'immigration de masse, on va dire, et de l'invasion migratoire, qui est un enfer, hein, une catastrophe. Donc déjà, on pourrait commencer avec une citation, des migrants et des femmes. Hein. On connaît tous le roman de Steinbeck, je crois, des souris et des hommes. Bon, bah là, c'est pas des souris et des hommes, c'est des migrants et des femmes. Enfin, une petite pique pour rentrer un peu dans le sujet. Oui, bon, des migrants et des femmes. Et des migrants et des femmes, c'est la rencontre entre les deux qui est une rencontre, on va dire, à haute tension, à haute tension, une rencontre de nitroglycérine qui pète. Et là, on a vu ce que ça fait. Viol de masse, oui, bah, je suis obligé d'y revenir, hein, c'est les commentaires d'actualité du mois de janvier. Ça s'est passé au tournant au moment du Nouvel An. Donc 31 décembre au 1er janvier 2016, donc pour fêter la nouvelle année. Il y a eu dans les rues de Cologne, Berlin, mais je crois que c'était Cologne en masse, des viols de masse. Les jeunes, enfin les étudiants, on a festoyé, c'était la fête, c'était la nouvelle année, et on a vu, truc horrible, on a découvert des viols en série, des viols de masse d'Allemandes, de souche, par des migrants. C'était à 90%, c'était des migrants. Et même des réfugiés d'ailleurs, mais bon. Je parle de migrants parce que de toute façon, le réfugié est un migrant, puisqu'il migre, il est nomade. On nous fait toujours la distinction migrant économique, réfugié politique. Réfugié politique, c'est un réfugié à statut politique de droit d'asile. Migrant économique, c'est un migrant. Un réfugié, c'est un migrant, puisqu'il migre. Il n'est pas sédentaire, il n'est pas raciné. C'est un migrant avec un truc en plus. Un truc en plus, puisqu'il a le droit, via la Convention de Genève et les traités internationaux, il a le droit d'être protégé, il a le droit au droit d'asile et il a un statut politique. Mais le réfugié est un migrant, parce que je sache. De même que le touriste est un migrant de cette manière. Voilà, de même que l'étudiant bobo est un migrant. Bon. Bref, donc viol de masse à Cologne en Allemagne. Bon, terrible nouvelle. Bon, je compatis bien évidemment pour les familles et les Allemands. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, qu'est-ce que ça illustre cette histoire? Bah, que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu tous ces immigrés, tous ces réfugiés en Allemagne. Donc là, on voit l'enfer de la société multiculturelle qui ne fonctionne pas, l'enfer du métissage qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'assimilation. Bon, de toute façon, il n'y a jamais eu de politique d'assimilation en Allemagne, d'assimilation des étrangers et des migrants et d'acculturation, assimilation, acculturation à l'identité et à l'Allemagne. Bon, mais là on voit ce que c'est que la vérité et la brutalité de l'immigration de masse. Vérité et brutalité de l'immigration de masse. Qui c'est qui l'a subi? Le peuple, les peuples en général. Les plus démunis, bon bah là c'est les femmes, les plus fragiles, les plus démunis face à cette invasion migratoire qui est, comme je l'ai déjà dit, ce sont des prédateurs nomades. Hein, je ne vais pas revenir sur ce que sont ces migrants et ces réfugiés. Ça s'appelle des envahisseurs, mais ça s'appelle aussi des prédateurs nomades. C'est des envahisseurs, des prédateurs nomades. Donc la vérité de l'immigration de masse, la vérité de la pseudo-société multiculturelle, de la société ouverte et de ses ennemis, bah là on a vu qui sont les ennemis. Les ennemis de la société ouverte, c'est ceux qui promeuvent les principes de la société ouverte. Hein. Donc c'est clair et net. Donc la société ouverte et multiculturelle est totalement néfaste, multiculturelle, multiethnique, et la brutalité de l'invasion migratoire, la brutalité de l'immigration de masse, de l'immigration-invasion, et de cette submersion migratoire qui paye l'addition, ce sont les peuples européens. Les peuples de souche, les peuples autochtones, les sous-chiens, comme dit la sympathique Ouria Boutelja. Donc ce sont les sous-chiens qui payent l'addition, les sous-chiens d'Allemagne, les sous-chiens de France, bon, les peuples de souche enracinés, autochtones, qui sont là depuis 1000 ans, comme disait Moore, et qui veulent être encore là pendant 1000 ans. Hein. On n'a pas envie d'être remplacés. Hein. On n'a pas envie d'être remplacés, on n'a pas envie d'être submergés, on n'a pas envie d'être envahis, on n'a pas envie d'être détruits, quoi. Bien, bien. Voilà, bon, viol de masse à Cologne, j'ai pas en dire plus, hein, c'est horrible, voilà, bon, le viol horrible. Donc il y a eu des harcèlements, mais il y a même eu des viols, donc là on voit le cocktail totalement néfaste entre une société totalement ouverte, soi-disant multiculturelle et totalement tolérante comme l'Allemagne, qui a été tellement culpabilisée de l'horreur du nazisme, bien sûr, qui est maintenant, comme disait Moore, hein, ils sont passés d'une sacralisation de leur identité à la haine de leur identité, et d'une haine de l'autre à un amour de l'autre. Avant c'était l'amour d'Allemagne et la haine de l'autre, aujourd'hui c'est la haine de l'Allemagne quasiment de son identité et l'amour de l'autre. Bon, au-delà de ces viols de masse à Cologne, montrer que les sociétés multiculturelles, multiethniques
multiraciales sont les plus violentes et sont des facteurs et créent des troubles sociaux, économiques, ethniques, identitaires, car les populations se séparent. C'est comme l'huile et le vinaigre, comme disait De Gaulle. Hein, les Arabes et les Français, c'est comme l'huile et le vinaigre, ils se séparent. Hein. Mélangez-les, ils se séparent. Pour reprendre le sympathique général De Gaulle, les Allemands et les migrants, c'est comme l'huile et le vinaigre. Hein. Mais mélangez-les, c'est pas une mixture. Hein. Ils se sépareront, ils feront sécession. Bon, bah, on l'a vu là, hein, je crois que c'est clair et net. Donc voilà. Après le continent européen face à la submersion migratoire, la réalité brutale dans le quotidien de cette submersion migratoire, les viols en masse à Cologne en Allemagne, avec là ça nous a pété à la gueule, hein, on a vu l'enfer de cette invasion migratoire, qui génère troubles, crises, violences, hein, à la fois économiques, sociales, ethniques, religieuses, et des troubles, et des affrontements, et ça finira peut-être à la guerre civile cette histoire, parce que les Allemands défendront leurs femmes, et les migrants se défendront entre eux, donc voilà. L'enfer, la vérité et la brutalité de l'immigration de masse, de la submersion migratoire, de l'immigration-invasion, et l'enfer que pose cette question d'invasion migratoire pour les populations qui la subissent, c'est-à-dire les populations de souche européennes. Donc voilà, j'avais fini pour les viols de masse à Cologne, donc c'est horrible, voilà. C'est la barbarie à visage humain, comme dirait l'autre. C'est la barbarie à visage humain, et c'est la réalité vraie, la réalité sentie, la réalité charnelle de nos sociétés multiculturelles, qui crèvent à la fois sous l'idéologie du métissage et l'immigration de masse. Ça ne peut plus durer, hein. Je crois que c'est clair et net. Donc viol de masse à Cologne, voilà le procès de l'invasion migratoire, hein, et de la brutalité, de la violence que cela génère pour les populations européennes de souche. Autre petit sujet, mais qui est dans la même veine, face à l'immigration-invasion, le dilemme des progressistes, entre antiracistes et féministes. Alors là, c'est une scission intéressante. On l'a vu suite à cette histoire de viol de masse à Cologne en Allemagne. Véritablement, donc face à cette question de l'immigration de masse, des immigrés, des sans-papiers, des clandestins, mais en général la question des réfugiés et des immigrés, un dilemme véritablement et une scission. Une scission, un affrontement, entre ce que j'appelle le camp des progressistes, le camp du bien, comme on l'appelle, des bien-pensants. Les bien-pensants, les progressistes, le camp du bien. Donc scission, division, chez les progressistes, entre d'un côté les antiracistes, c'est clair et net, je ne vais pas dire les noms, mais on les connaît, les antiracistes qui becs et ongles défendent la société multiculturelle, défendent la société ouverte, défendent la société multiculturelle, multiraciale, défendent l'idéologie du métissage et défendent donc l'immigration de masse, l'invasion migratoire, défendent l'immigration de masse au nom des droits de l'homme, voilà, machin, de l'idéologie des droits de l'homme et de l'idéologie du progrès. Donc les antiracistes qui se rangent encore et toujours, si je veux dire encore et toujours du côté des migrants, de l'immigration croissante et de l'immigration de masse, sans voir ses conséquences dramatiques au niveau notamment des conflits, des troubles et de la violence que ça génère sur les populations, notamment enraciner les populations de souche, hein, autochtones. Et de l'autre côté, les antiracistes des côtés des migrants, et les féministes, donc ça c'est une autre genre de... Les féministes, plutôt bourgeoises, et les femmes et les féministes, mais les féministes, du côté bien évidemment, alors là, un vent debout contre les migrants, remonter contre les migrants. Alors c'est la réaction très bobo, c'est-à-dire oui on veut de l'immigration parce que c'est joli, parce que ça fait qu'on est de gauche, parce que ça donne bonne conscience, parce que ça fait qu'on est progressiste, qu'on est tolérant et face à l'autre, l'amour de l'autre, mais pas trop quand il s'attaque à nos femmes, quand il s'attaque à nous. Donc là, le bobo devient réac, le bobo devient conservateur et le bobo devient xénophobe et raciste, il n'y a aucun problème. Retournement de situation de la part des féministes sur la question de l'immigration. Jusque-là, les féministes, en bonne progressiste de gauche, étaient largement favorables à l'immigration, parce que c'est la société multiculturelle, c'est l'idéologie du métissage, c'est la société ouverte face à ses ennemis, que sont les réacs, les fachos et les nauséabonds, comme moi. Donc par progressisme, les féministes étaient par principe et par progressisme. Les féministes étaient en général favorables à... Bon, il suffit de les écouter, hein. Par certaines favorables à l'immigration de masse, favorables à l'immigration et à la société multiculturelle. Et là, là, la scission c'est bête, parce que là, ce sont des femmes. Et là, solidarité féminine oblige, solidarité féminine et combat féministe oblige. Les femmes, et les féministes en général, ce sont souvent des femmes, les féministes et les femmes, se sont sentis solidaires bien évidemment, et en fraternité, en solidarité avec les femmes allemandes violées par les migrants. Et donc là, c'est un peu touche pas à mon pote, vas-y mon pote, tu peux y aller. C'est comme l'inversion sur la question islam et immigration, l'inversion d'anciens antiracistes comme Finkielkraut, qui sont passés de SOS Racisme, de la défense des immigrés, donc touche pas à mon pote, à vas-y mon pote, tu peux y aller. C'est-à-dire l'immigré qui devient, le musulman qui devient l'islamiste devient le danger potentiel. L'immigré qui était une chance pour la France hier devient un dangereux islamiste, ce qui est vrai hein, d'ailleurs, mais moi ce qui m'agace c'est les retournements de situation, c'est pas la clairvoyance et la lucidité à 60 ans d'un Finkielkraut qui est d'ailleurs un penseur intéressant, c'est pourquoi il a milité chez les antiracistes. Ces gens-là étaient déjà musulmans, ils le savaient très bien.
Mais maintenant c'est plus ses amis, c'était ses amis hier, maintenant c'est plus ses amis. Pour aller comprendre quelque chose avec les antiracistes et ses agents communautaires. Bon. Donc voilà, face à l'immigration sauvage, c'est intéressant. Le dilemme chez les progressistes. Querelle chez les progressistes, on peut dire. Querelle et scission chez les progressistes. Faut-il être du côté des antiracistes, défendre becs et ongles les migrants, l'immigration et la société multiculturelle, ou se ranger du côté des féministes, c'est-à-dire contre les migrants, puisque les migrants sont maintenant des prédateurs sexuels avérés. Ce sont des prédateurs sexuels et des violents, puisqu'ils ont une dose de testostérone et de virilité qui en pâtira sur les pauvres femmes allemandes. Donc les antiracistes toujours par progressisme, les antiracistes toujours du côté de la société multiculturelle et de l'immigration, face à d'autres progressistes que sont les féministes, qui là se rangent maintenant contre les migrants, puisque les migrants et l'immigration de masse est vue comme une invasion dangereuse pour les femmes, puisque les migrants sont vus comme des prédateurs, et des prédateurs sexuels. Ce sont à la fois des prédateurs nomades par rapport aux producteurs sédentaires, mais aussi des prédateurs sexuels par rapport aux femmes, on va dire, européennes sans défense. Donc prédateurs nomades par rapport aux producteurs sédentaires, et prédateurs sexuels par rapport aux femmes sans défense. Donc voilà la réalité de l'immigration de masse. Je crois que j'en ai fait le tour. Hein. Donc l'Europe face à la submersion migratoire, résister ou mourir. J'ai fait ensuite un petit topo intéressant sur le viol de masse à Cologne. Viol de masse à Cologne en Allemagne, qui montre la brutalité et la réalité de l'immigration de masse. Et l'enfer de l'invasion migratoire. Donc au-delà du côté sordide du viol, hein, de la violence, c'est montrer que le viol de masse à Cologne montre la réalité brutale de l'invasion migratoire et à quel point ces migrants ne sont pas tellement amènes envers nous et n'ont pas tellement et ont une dose de prédation et de violence. Et enfin, face à cette immigration-invasion, le dilemme, la querelle chez les progressistes. Querelle chez les progressistes avec une division, donc, comme je l'ai dit, entre les antiracistes qui se rangent becs et ongles toujours du côté de l'immigration des migrants et de la société multiculturelle, et de l'autre les féministes, hein, qui se rangent du côté des femmes victimes des viols de masse perpétrés par les migrants. Donc c'est intéressant, voilà, je clôt le débat immigration progressiste, voilà. Face à l'immigration, le dilemme, maintenant on aura ce dilemme en permanence à mon avis. Chez les progressistes, hein, c'est toujours des progressistes qui sont dans le camp du bien, des bien-pensants. Les antiracistes du côté des migrants, les féministes du côté des femmes, voilà. Donc j'en ai fini pour ça. Autre petit sujet, ouais, ça c'est intéressant. Iran, Arabie Saoudite, vers l'affrontement pour l'interrogation. L'affrontement, la guerre de deux puissances régionales pour le contrôle d'ailleurs de la région qu'est le Proche et le Moyen-Orient. Et ce qu'on appelle l'Asie mineure, jadis. Donc là, autre sujet de géopolitique, on quitte l'Europe, hein, on quitte l'Europe pour aller vers l'Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle. Donc l'Iran et l'Arabie Saoudite, le torchon brûle, vers l'affrontement. Bon, je vais y aller rapidement, hein. Ça s'est passé en janvier, on l'a vu, en janvier. Et je vais montrer les ressorts de cette guerre, en fait, qui est une guerre géopolitique, derrière les tenants, les aboutissants religieux, tout ce que vous voulez. C'est quand même un conflit, un affrontement, une guerre entre deux grandes puissances régionales, qu'est l'Iran, c'est-à-dire la Perse historique, l'Iran chiite, face à l'Arabie Saoudite sunnite, hein, l'Iran chiite, face à l'Arabie Saoudite sunnite. Donc c'était, on a vu, oui, un affrontement, alors je vais pas revenir sur tout, hein. Donc montrer qu'il y a un double affrontement, un affrontement ethnique, confessionnel et religieux, d'une guerre de religion dans l'islam, la fameuse guerre de religion dans l'islam, qui ne finira jamais entre les chiites et les sunnites, l'Iran étant un pays musulman mais de majorité chiite, et l'Arabie Saoudite étant un pays musulman mais de majorité sunnite. Donc un affrontement entre ces deux puissances, j'en avais déjà parlé, je pense, sur l'idée d'une coalition islamique musulmane contre Daesh. Et ben, comme quoi c'est pas si facile, hein. L'Iran et l'Arabie Saoudite avaient voulu monter, on l'a vu, avaient voulu monter une coalition islamique musulmane d'union sacrée contre Daesh, contre le djihadisme, contre le terrorisme. Mais là on va vers l'affrontement, le torchon brûle vers l'affrontement. Ben oui, parce que ce sont deux puissances régionales qui s'affrontent pour le contrôle de la région, du Proche, du Moyen-Orient. En plus, ce sont deux puissances même concurrentes. C'est deux pays bien peuplés, c'est deux pays avec une forte identité historique, deux pays aussi à minorité, à majorité musulmane qui ne sont pas les mêmes. Chiisme pour l'Iran, Perse, sunnisme, large majorité pour l'Arabie Saoudite. Aussi dans une vie aussi du pétrole, de la guerre de l'or noir, autour du pétrole, de qui est le pays le plus producteur et le plus exportateur de pétrole, Iran, Arabie Saoudite ou Iran, je crois que c'est l'Iran. Enfin, après, entre pays producteurs et pays exportateurs de pétrole, c'est pas pareil. Hein. Parce que certains produisent beaucoup, exportent peu, d'autres produisent beaucoup, exportent beaucoup. Bon. Je crois que les deux d'ailleurs exportent beaucoup, puisque de toute façon c'est une manne, hein, c'est une manne économique, c'est une économie de rente. Le pétrole permet de financer des infrastructures, des programmes sociaux, etc., des programmes d'éducation. Bon bref, Iran, Arabie Saoudite, voilà, donc c'est non seulement une guerre de religion, je crois qu'on l'a bien vu, entre sunnisme et chiisme, les deux branches de l'islam, et c'est aussi un affrontement bien évidemment économique par rapport à la question du pétrole et de l'exportation de l'or noir, et d'ailleurs la baisse du
cours du pétrole. Je ne vais pas parler d'ailleurs dans cette vidéo, je vois pas le temps, mais il y a une guerre, il y a une guerre des monnaies, une guerre du pétrole autour de la baisse des prix du pétrole qui va amener un affrontement entre les deux puissances, mais surtout le torchon brûle entre un affrontement, une guerre non seulement idéologique, religieuse, mais surtout géopolitique, hein, pour le contrôle de la région entre les deux puissances que sont les... Voilà, ces deux puissances régionales du Moyen-Orient, du proche du Moyen-Orient, du monde arabe, que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Qui sont d'ailleurs des sunnites face à des chiites, des perses face à des arabes. Hein. Un affrontement, un clivage religieux, sunnite-chiite, dans le monde islamique, musulman, et puis un affrontement, un clivage, une opposition, un clivage culturel, ethnique. Les Iraniens qui sont des Perses, et les Saoudiens, l'Arabie Saoudite, qui sont des Arabes. Culturellement, c'est pas exactement les mêmes peuples, c'est pas exactement les mêmes traditions, les mêmes identités culturelles. Je connais pas plus la question, hein, je suis pas arabe, et je connais pas plus que ça ce monde, mais bon, je m'intéresse comme tout le monde, je pense. Donc voilà, le torchon brûle, bon, je vais pas revenir plus dans les détails, hein, ça servira à rien, on a tous vu d'où est-ce qu'est parti cet affrontement, ce conflit, hein, c'est parti de, vous savez, on a vu notamment une rupture des relations diplomatiques, aussi une rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, rupture des relations diplomatiques bien évidemment entre ces deux pays, puis Yémen aussi, des pays alliés qui ont rompu les relations diplomatiques, ont fermé les ambassades, bon, c'est ce que j'ai parlé du côté géopolitique et ethnico-religieux, mais il y a aussi le côté totalement diplomatique, hein, cette question. La rupture des relations diplomatiques, la fermeture des ambassades entre Téhéran et Riyad, donc entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Téhéran et Riyad, autour d'une question d'ailleurs de l'exécution, je sais pas quoi, d'un prisonnier politique, bon, mais vous savez très bien, d'un caricaturiste, d'un prisonnier politique chiite iranien, je crois, en Arabie Saoudite, mais bon, c'est tellement complexe. Mais retenons au-delà de ce topos, de ce petit sujet de l'exécution ou de l'exécution de l'emprisonnement de ce prisonnier politique chiite et iranien en Arabie Saoudite, retenons la triple guerre que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est important d'ailleurs, la triple guerre, une guerre ethnico-religieuse et même culturelle, des Arabes contre des Perses, et pour la guerre de religion, l'affrontement religieux, c'est des sunnites contre des chiites. Le côté totalement géopolitique de l'affaire, l'affrontement de deux grandes puissances, des deux grandes puissances régionales dans le Proche et le Moyen-Orient que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc une guerre pour la domination régionale, l'hégémonie régionale, Iran-Arabie Saoudite, et surtout le côté aussi totalement diplomatique, d'ailleurs, qui va mettre le feu aux poudres. Hein. C'est toujours cet arc de crise du Proche et du Moyen-Orient, toujours cet arc de crise. Et ce conflit qui risque de mettre le feu aux poudres, évidemment, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, dans toute la région, hein, parce qu'on a vu le Qatar, le Yémen, les Émirats Arabes Unis se rangeaient souvent d'ailleurs systématiquement du côté de l'Arabie Saoudite. L'Iran n'a pas beaucoup d'alliés, puisque c'est l'un des seuls pays chiites, hein, comme chacun sait, avec le Moyen-Orient, avec la Syrie de Bachar al-Assad, mais qui n'est pas très bien en pointe aujourd'hui. Mais l'arc chiite, c'est pas grand-chose en réalité. Hein. C'est l'Iran qui est le gros morceau, et donc l'Iran et la Syrie de Assad, hein, du clan alaouite Assad, qui sont des alaouites, donc des chiites, vraisemblablement. Ce que je sais, mais je connais pas plus ces divisions, ces clivages. Donc voilà, Iran, Arabie Saoudite vers l'affrontement, vers la guerre. Hein. La guerre, une triple guerre religieuse, une guerre politique et géopolitique pour contrôler la région, un affrontement de deux grandes puissances régionales, et une guerre même diplomatique, avec une fermeture des ambassades, etc. Rupture d'alliances avec d'autres pays alliés. Bon, voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur voilà, donc c'est intéressant, mais ça va mettre le feu aux poudres, hein. C'est cet arc de crise qui n'en finit pas, cet arc de crise de tout le Proche et Moyen-Orient, hein, qui va d'Israël à l'Irak, l'Iran, la Palestine, la Syrie évidemment, l'Iran, la Turquie. Bon. C'est tout le Moyen-Orient qui est à feu et à sang en réalité depuis bien longtemps. Hein. Mais là c'est intéressant, je vais m'arrêter sur ces deux grandes puissances musulmanes, ces deux grandes puissances du arabe et non arabe d'ailleurs, que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, vers un affrontement, vers une guerre, hein, qui n'est plus seulement une guerre armée, là, qui est quelque chose de réel, que l'on peut craindre, hein, d'ailleurs, une guerre entre deux puissances régionales. Donc à la fois quelque chose de géopolitique, contrôle de la région par ces deux puissances, quelque chose de l'ordre du religieux, de la guerre de religion entre des sunnites et des chiites, et bien évidemment le côté totalement diplomatique, fermeture d'ambassade, rupture des relations diplomatiques entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, entre Téhéran, Riyad et leurs alliés d'ailleurs, Qatar, Émirats et Yémen. Donc maintenant, j'ai passé sur le cas Daesh, je crois que j'ai fait le tour sur l'Iran. Voilà. Donc Iran, Arabie Saoudite, le torchon brûle, vers l'affrontement probable. Donc une guerre de deux puissances régionales, voilà ce qu'il faut retenir.
Donc triple affrontement, triple conflit, religieux, géopolitique, diplomatique. Et avec un affrontement, une guerre pour le contrôle de la région en fait. Deux grandes puissances régionales qui veulent, c'est un classique dans l'histoire géopolitique et dans l'histoire des nations et des affrontements, c'est la course à l'hégémonie. C'est toujours l'affrontement entre la politique de l'équilibre en diplomatie, la politique de l'équilibre entre des puissances qui ont le même rapport à la puissance, qui sont des puissances équivalentes, et la course à l'hégémonie, à la domination. En géopolitique, c'est un classique. Autre petit sujet, alors oui, attentat, peut-être finir là-dessus d'ailleurs. Attentats terroristes et islamistes en série dans le monde, Turquie, Indonésie, Tunisie, Daesh fait régner la terreur. Daesh, ou la stratégie de l'attention, Daesh, ou le règne de la terreur. Oui, on a vu ça dans le mois de décembre et janvier. On a vu ça, des attentats terroristes en pagaille. Des attentats terroristes islamistes, djihadistes, revendiqués par Daesh. Maintenant, Al-Qaïda, c'est une histoire ancienne. Tout est fait par Daesh. Daesh, c'est la maison mère. Puisque Daesh, c'est pas seulement un réseau, c'est pas seulement un réseau terroriste et d'attentats, c'est aussi un projet de califat, un projet de créer un État musulman, un État sunnite, un califat. Donc un projet politique et pas seulement voilà, une logique de réseau d'attentats comme Al-Qaïda. Donc une série d'attentats terroristes islamistes en série dans le monde. Attentats terroristes islamistes et donc djihadistes, pour faire le djihad de la guerre sainte. On a vu ça en Turquie, notamment Ankara, et je crois, c'était récemment, là, il y a un mois. Turquie, Ankara, Budapest, les principales villes, les principales capitales, les principales métropoles de la Turquie. Ankara et Istanbul pour la Turquie. En Indonésie aussi, on a vu ça, je crois, à Jakarta. Et en Tunisie, Tunisie c'est le topo habituel, c'est la Tunisie depuis les printemps arabes, d'ailleurs dont je vais reparler pour clore le sujet, depuis les printemps arabes, depuis les fameuses révolutions arabes, la Tunisie vit en permanence sous le règne de la violence, du risque d'attentat, de l'anarchie politique d'ailleurs. Donc Turquie, Indonésie, Tunisie, Istanbul, Ankara, attentats terroristes et islamistes en série dans le monde. Daesh fait régner la terreur. Là on voit que Daesh, on a vu que la France est totalement frappée, demain peut-être l'Allemagne et l'Angleterre, la Russie de plus en plus, mais je vais pas y revenir là, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes assez longuement. La Russie de Poutine qui est totalement frappée et ciblée par la menace Daesh, par l'État islamique, par Daesh. La Russie est devenue une nouvelle cible, on l'a vu avec le crash de l'avion là, russe. Poutine et la Russie de Poutine incarnent le mal aussi aux yeux de Daesh, c'est une grande puissance chrétienne orthodoxe, et surtout Poutine a déclaré la guerre à Daesh, Poutine a déclaré la guerre à l'État islamique en Syrie et en Irak, on l'a vu, donc ça c'est pas pour plaire à nos chers amis terroristes et islamistes, donc je ne vais pas revenir plus longuement dessus, parce que je vais peut-être un peu m'attarder après sur la question des 5 ans après où on en est de ces fameux printemps arabes, de ces fameuses révolutions démocratiques dans le monde arabe, peut-être être un peu intéressant, donc voilà. Attentats terroristes et islamistes en série dans le monde, Daesh fait régner la terreur, c'est le règne de la terreur. La stratégie de la terreur. De faire peur, de frapper, des attentats. Et notamment, on l'a vu, alors la Turquie, on n'est jamais sûr, parce que les attentats, ça peut être aussi un peu revendiqué, et ça peut être aussi un peu la main, non seulement peut-être de l'État profond et des services secrets turcs, mais surtout, ça c'est... L'État profond et services secrets, c'est quelque chose, mais surtout des Kurdes, les Kurdes qui commettent aussi, qui veulent leur indépendance, qui veulent le Kurdistan. Les Kurdes veulent l'indépendance et un État Kurdistan, mais des fois ils commettent des attentats terroristes, mais là, visiblement, c'était Daesh. C'était revendiqué par Daesh. Voilà. Donc il faut que toutes les puissances prennent bien les choses en main et se protègent, se prémunissent de cette vague d'attentats terroristes qui touche le monde entier, visiblement. C'est pas seulement l'Europe, la France, demain la Russie de Poutine, enfin demain hier, et demain tout le monde arabe. Parce que là c'est important, on voit la Turquie, c'est un pilier de la stratégie de l'équilibre au Moyen-Orient, c'est une puissance indispensable de l'équilibre et c'est un verrou de stabilité. L'Indonésie c'est un pays musulman mais ni arabe, totalement lointain, c'est un pays, c'est pas dans le monde arabe, et la Tunisie, qui a subi les révolutions colorées, les fameuses révolutions colorées, le printemps arabe. Donc je vais reparler un peu, le printemps arabe, la révolution démocratique arabe, donc la Tunisie qui est totalement frappée. Turquie, principale puissance, principal verrou de sécurité de la région du Moyen-Orient, verrou de stabilité. L'Indonésie c'est l'Indonésie, je connais pas plus. Et la Tunisie, c'est un pays qui se réforme qu'à un cas et qui retombe dans les travers de l'islamisme, alors que c'est un pays très occidentalisé, très démocratisé, très laïcisé. Depuis Bourguiba, depuis les années 50, donc c'est quand même une sacrée régression. Voilà, antidémocratique, antilibéral, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais peut-être finir sur la question des printemps arabes, ça va être intéressant. Ouais, je vais finir sur...
Je vais finir sur les printemps arabes, voilà, vague d'attentats terroristes et islamistes insérés dans le monde, Daesh fait régner la terreur, on l'aura compris. Elle envoie des messages, tout le monde maintenant peut être frappé par Daesh. Occident, Europe chrétienne, mais d'ailleurs pays non chrétiens. Pays qui ne sont pas l'Occident, le mal des cas, donc comme quoi tout le monde, personne n'a... Ouais. Je vais finir sur, parce qu'on approche de la demi-heure, pour cette première partie je vais finir avec la question des printemps arabes, les printemps arabes, les révolutions arabes, Libye, Tunisie, Égypte, 5 ans plus tard, le point, oui, rapidement en 5 minutes là, et je finirai là-dessus. On a fêté, ce mois de janvier, là on est en février-mars, mais on a fêté début d'année 2016, janvier, février, les 5 ans des printemps arabes, des révolutions démocratiques arabes, qui avaient eu lieu dans tout le monde arabe, qui avaient embrasé, qui avaient contaminé le monde arabe et étalement. Quand je dis monde arabe, c'est d'ailleurs surtout le Maghreb et l'Afrique du Nord, mais un peu le monde arabe. On se rappelle surtout de la Libye de Kadhafi. Kadhafi avait été renversé en Libye. En Tunisie, c'était Ben Ali qui avait été renversé. Et en Égypte, c'était le successeur de Sadat, là, Kadhafi pour la Libye, Ben Ali pour la Tunisie, et pour l'Égypte, Moubarak. C'est le doyen, le plus vieux des dictateurs. Bon, 5 ans plus tard, le point, rapidement. Que ce soit pour la Libye de Kadhafi, la Tunisie de Ben Ali, l'Égypte de Moubarak, le point de ces printemps arabes, ces révolutions démocratiques arabes. Bon, premièrement, c'est un tartuffe, puisque le mot printemps arabe, ça avait toute cette connotation de printemps des peuples, donc de printemps révolutionnaire. Bon, c'est pas totalement acquis, puisqu'en fait, c'est le pouvoir islamiste, le pouvoir conservateur a repris la main, que ce soit l'armée notamment en Égypte ou les islamistes en Tunisie ou même les factions tribales en Libye. Donc pour le côté révolutionnaire, révolution étudiante, de jeunes, de bobos, on repassera. C'est pas vraiment une réussite révolutionnaire, c'est pas vraiment un printemps des peuples. Hein. Ça devait être un printemps arabe, un printemps des peuples. Bon, pour le côté révolution démocratique, je crois qu'on repassera. Que ce soit en Libye, en Égypte ou en Tunisie, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas véritablement d'élection. Si ce n'est en Tunisie, il n'y a pas vraiment d'élection, il n'y a pas de vie démocratique, il n'y a pas véritablement de constitution, si ce n'est en Tunisie, mais où le Coran est sacralisé, donc on retombe dans les travers du conservatisme religieux. Le Coran fait quand même jurisprudence, notamment en Tunisie, avec un fort pouvoir d'ailleurs des frères musulmans, notamment en Égypte, même si, voilà, pour le côté démocratique, il n'y a pas tellement de démocratie au sens où tel qu'on l'entend, c'est-à-dire avec des réformes libérales, avec un pouvoir du peuple, avec une émancipation des minorités, des femmes, des jeunes, des homosexuels. C'est pas vraiment une révolution démocratique et libérale au sens à l'occidental, on tombe plutôt dans les travers orientales et musulmanes, c'est-à-dire un fort conservatisme religieux et sociétal, notamment sur la question des femmes et des minorités. Donc c'est pas vraiment une révolution, c'est pas vraiment une réussite démocratique 5 ans plus tard. Et surtout, où en sont les pays? Rapidement, la Libye c'est le chaos, c'est l'anarchie, j'ai déjà dit. C'est le chaos et l'anarchie, il n'y a pas d'État, voilà, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État. C'est le chaos et l'anarchie politique, religieux et tribal, puisque c'est l'affrontement entre les factions, les clans et les tribus, les bédouins, les arabes, les islamistes. Donc la Libye, c'est un pays qui n'existe plus, c'est un pays rayé de la carte. Il n'y a pas d'État, c'est l'anarchie et le chaos politique et religieux. Et c'est la guerre civile, c'est la guerre civile de tous contre tous. Et c'est la guerre civile et l'affrontement entre les factions religieuses. Bon, la Tunisie, beaucoup mieux, hein. La Tunisie... il y a soi-disant un semblant de pouvoir démocratique, de gouvernement démocratique avec des élections démocratiques pluralistes, élections démocratiques et pluralistes, et une constitution en vigueur, et quand on voit qui est au-dessus de la constitution, pas vraiment une réussite démocratique la Tunisie, même s'il y a un semblant d'État en Tunisie, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas trop d'anarchie, il n'y a pas trop de chaos, il y a un semblant d'État-nation, il y a un État, il y a une constitution et des élections démocratiques, donc il y a une vie démocratique, et quant à l'Égypte, c'est le retour au Raïs, hein, comme on dit, le Raïs, c'est le chef, le guide, le chef charismatique, le Raïs en arabe c'était Nasser. Là c'est le maréchal al-Sisi, hein, le militaire, la vieille tradition militaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que chacun revient vers donc avec un pouvoir fort, autoritaire, du maréchal, de l'armée. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on fait un bilan rétrospectif 5 ans plus tard de ces printemps révolution arabe, ça n'a ni été véritablement quelque chose de très révolutionnaire, ça n'a pas été un printemps des peuples au sens démocratique, il n'y a pas eu d'instauration de la démocratie, et dans chaque pays, via ce printemps et ces révolutions démocratiques arabes, soi-disant, ce printemps arabe, sont revenus à leur atavisme, sont revenus à leur réflexe millénaire de pays. C'est-à-dire la Libye est redevenue un non-État, un non-pays, un pays divisé, fragmenté, cyrénaïque tripolitaine, entre des régions, un pays divisé, miné par la guerre civile, un pays où règnent les factions, les clans, la tribu,
La Tunisie, bon, bah, elle est revenue à ce qu'elle était historiquement, c'est un pays quand même relativement ouvert, relativement démocratique, mais avec une forte emprise de l'islam, notamment sur le sociétal. Voilà, un pays mi-démocratique, mi-islamiste. Et l'Égypte, bon, bah, le retour au chef. Pas au califat, c'est pas, mais le retour au chef, le retour au khaïs. Le khaïs, en arabe, c'est le guide. Le guide, le chef charismatique, c'est-à-dire le militaire. Donc en Égypte, le retour au chef charismatique, le retour au militaire, le retour à l'armée pour maintenir l'ordre. Le retour à l'armée, d'ailleurs, justement là, pour l'armée qui incarne la continuité de l'État, qui incarne l'État de la nation, les militaires, l'armée qui incarne l'État de la nation en Égypte, contre les factions et contre les frères musulmans, notamment contre les islamistes. On sait les mesures drastiques qu'a pris le maréchal al-Sisi en Égypte depuis 2-3 ans, contre les frères musulmans, contre Mohamed Morsi notamment. Donc un retour là en Égypte aussi à une culture, à une tradition du coup d'État militaire, vraisemblablement du coup d'État militaire, de l'armée, du chef charismatique et de l'alliance entre le peuple et le chef charismatique incarné par l'armée. Hein, pour maintenir l'ordre et maintenir à distance les factions et notamment les frères musulmans. Donc je crois que j'ai fini sur cette partie internationale où on a tâté de l'Europe et on est allé jusqu'au Moyen-Orient hein, pour faire brosser ma foi un rapide bilan de ce qu'ont été les printemps arabes, les révolutions arabes, en Libye, en Tunisie, en Égypte, où je rappelle, en 2011, hein, c'était 2011, on avait chassé de la Libye Kadhafi, on avait chassé de la Tunisie Ben Ali, et on avait chassé d'Égypte Moubarak, lors de l'année 2011. Donc 5 ans plus tard, on peut faire un petit bilan rétrospectif, tant politique, géopolitique, économique. Et puis oui, ce qu'on peut dire, des pays qui ont été aussi totalement mis au pas par la logique de la dette, de l'Occident usuraire, la logique de la dette du FMI, hein. Notamment on l'a vu en Tunisie, en Libye, des pays qui échappaient jusque-là relativement à la logique de la dette de l'emprunt, la logique de l'argent de dette, donc via la Banque mondiale et via le FMI. Là, en fait, ces printemps arabes qui sont soi-disant des révolutions démocratiques, ce sont des pseudo-révolutions démocratiques, puisque ces printemps arabes n'ont pas donné plus de pouvoir au peuple, c'est-à-dire à la démocratie, dans le Maghreb et dans le monde arabe, mais ça a plutôt soumis ces pays à la logique de la dette, c'est la logique mondialiste, la logique de l'argent dette, la logique de la dette, la logique de l'emprunt, de l'endettement à outrance chez les usuriers comme le FMI et la Banque mondiale, la logique de la dette et la logique du mondialisme. Ça pour la sphère macroéconomique, la logique de la dette pour la sphère macroéconomique et pour ce qui est des mœurs et du sociétal, on le laisse aux islamistes, que ce soit les frères musulmans ou autres hein, d'ailleurs. Donc c'est intéressant. Donc voilà, je pense que j'en ai fini, voilà. Donc les printemps arabes, les révolutions arabes 5 ans plus tard, Libye, Tunisie, Égypte, hein, c'est ce qui m'intéressait, voilà. Un bilan très contrasté, très mitigé. Hein. Très contrasté, très mitigé. Hein. C'est que, bon bah pour finir, voilà, on a chassé des dictateurs, des tyrans, mais bon c'est pas beaucoup mieux. On a chassé des dictateurs, des tyrans, mais il n'y a pas eu de véritable élan démocratique. Hein. Donc on peut dire que c'est une révolution qui a été volée. Hein. On a chassé des tyrans, des dictateurs, mais une révolution volée. Donc c'est pas vraiment une révolution, c'est pas vraiment une mise en place de la démocratie populaire et libérale. C'est un retour aux sources de chacun des pays, que ce soit l'islamisme, la guerre tribale ou l'appel au chef charismatique, le militaire. Et enfin, cette double logique à la fois au niveau de la macroéconomie et de l'économie, c'est une soumission à la logique de la dette et de l'oligarchie mondialiste. Et pour ce qui est et par contre, un espèce de reflux conservateur de l'islam sur les mœurs et les questions de société. Donc voilà pour la partie printemps révolution arabe. Donc c'est un échec patent, hein, notamment au niveau des droits des minorités de la démocratie et du peuple. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Entretien janvier 2016, actualité internationale. On se retrouve tout de suite pour une seconde et dernière partie, je pense, il n'y aura pas plus de parties. Une seconde et dernière partie pour commenter la suite et la fin des actualités internationales du mois de janvier 2016. A tout de suite.